On pourrait par exemple parler de la quête de sens en entreprise, qui est un nouveau sujet qu'on n'avait pas il y a quelques décennies, qui est un sujet compliqué. Je vois Vincent réagir. J'ai l'impression que du coup, c'est une des solutions qu'ont trouvé les gens pour avoir en fait ce petit goût de transcendance. Je pense que si on ne repense pas les conditions de la création d'un nouvel absolu qui puisse inclure la majorité des gens en France, on se retrouvera avec Une partition en fait. Ouais. une partition. Républicain qu'on voit finalement, il y a toujours un accroissement des richesses, enfin on va dire un écart de plus en plus grand des richesses et que les gens se disent bah en fait je crois plus en la République. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format. On essaye un peu d'innover et de changer nos habitudes. Voilà, aujourd'hui Val, on se retrouve donc dans un format de discussion un peu. Exactement, donc le but va être d'échanger sur des retours d'expérience. On est aujourd'hui avec Grégoire qui a fondé l'association Les Engagés. Tu peux peut-être présenter Les Engagés très rapidement. Oui, bien sûr. Donc, Les Engagés, c'est un mouvement citoyen, non partisan, qu'on a lancé à Bordeaux en juin 2017, qu'on a développé depuis dans d'autres villes avec pour objectif de réconcilier, ou en tout cas d'essayer de réconcilier les jeunes avec le débat d'idées et avec la politique. Et on est aussi avec Vincent qui est rédacteur en chef adjoint au Vent se lève, qui est un média citoyen également. Tu peux le C'est décrire ça, oui. rapidement. Oui, on l'a fondé dans une perspective qui n'était pas totalement différente de la tienne, c'est-à-dire qu'on constatait qu'il y avait un désintérêt pour la politique en France, et on l'a fondé dans une perspective de critique du néolibéralisme pour aller très vite. Ok, bah super. Et donc du coup, moi je vais peut-être même commencer par cette question, c'est vous avez du coup ciblé, et même nous aussi au Crayon, c'était un peu notre analyse, qu'il y avait un vrai désintérêt qui commençait à croître, pas seulement même de la politique, des sujets de sociétaux. Pourquoi vous vous êtes dit à l'inverse, justement, il y a quelque chose à faire, il faut justement reprendre la parole, il faut reprendre les choses en main. Dans la mesure où on pensait que ce désintérêt, d'une part, n'était pas une fatalité, d'autre part, ne touchait pas forcément tout le monde ou toutes les thématiques. Il y avait un désintérêt du jeu politique institutionnel tel qu'il existe à présent. Il y a un désintérêt pour les thèmes médiatiques qui sont mis en avant. Voilà, il y a les médias qui sont saturés par un certain nombre de polémiques, d'affaires dont, en général, la majorité des gens n'a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas un désintérêt, à mon avis forcément, pour la politique au sens large. Et on a constaté, c'est ce qui nous a d'ailleurs fait assez plaisir quand on s'est lancé, qu'il y avait un certain intérêt, au contraire, pour les analyses, disons, un petit peu systémiques ou globales de la politique au sens très large. Ouais, donc des critiques en fait, un peu plus de tout ce qui va en fait être presque de la métapolitique quoi. C'est ça, voilà, c'est le terme que je voulais employer, du coup c'est dans une perspective métapolitique qu'on a lancé ça. Ok. En ce qui me concerne, c'était plutôt l'électrochoc de 2017 avec les élections législatives notamment où on avait eu un record de l'abstention chez les jeunes. C'est ça qui nous a motivés à lancer le mouvement. Le constat, en fait, il était simple. Moi, j'étais en terminale à l'époque et je voyais bien que les jeunes autour de moi, mes amis, mes camarades, soit s'intéressaient pas du tout à la politique, ne suivaient pas la campagne, soit pour ceux qui s'y intéressaient, avaient un regard très dur, très critique et très distancié par rapport à la classe politique dans son ensemble. Et donc on s'est dit, il faudrait qu'on essaye de construire quelque chose à notre échelle, à notre modeste échelle à l'époque, surtout qu'on était uniquement à Bordeaux. Et donc on s'est dit, faisons quelque chose de spontané, rassemblons des jeunes de toute sensibilité politique, de tout parcours, de tous horizons, faisons-les débattre, faisons-les se rencontrer. Et progressivement, on a amplifié la dynamique, mais avec cet objectif de départ qui était de se dire, on a des jeunes un peu partout qui ne pensent pas de la même manière, qui n'ont pas les mêmes parcours, qui n'ont pas les mêmes sensibilités, mais qui ont quand même envie de changer les choses. Et c'est là où je te rejoins sur le fait qu'au fond, on a une génération qui est très politique parce que même si elle n'est pas politique comme l'étaient nos parents ou nos grands-parents, elle a des combats à porter, elle a des convictions à S'engager dans défendre. des associations ou même sur les réseaux sociaux à défendre certaines choses. Ouais. Totalement. Et moi je trouve, enfin, c'est un constat qu'on partage aussi au Crayon. Et puis en plus il y a eu toute cette vague, je trouve, aussi de critiques assez acerbes et parfois, moi c'est mon avis aussi sur la question, parfois un peu injuste aussi, pas du monde politique en tant que tel, parce que moi pour le coup je suis assez d'accord sur la crise de confiance, avec cette impression que c'est toujours les mêmes politiques, que c'est toujours en fait les mêmes discussions qu'on mène depuis qu'on est petit, depuis qu'on suit la politique. Mais je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'assez injuste parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui débouchent pas sur de l'action en fait. Comment on débouche sur de l'action en vrai? C'est aussi quelque chose qui peut-être se pose la question pour beaucoup de personnes parce que nous on était dans des grandes villes, je parle pour moi mais peut-être pour vous aussi. Qu'est-ce qu'un mec à la campagne peut réussir à faire lui concrètement aussi, tu vois, pour agir en politique?
Ouais, est-ce qu'il faut dépendre des autres? Est-ce qu'il faut prendre soi-même le pouvoir? Comment on fait en fait? C'est une question qu'on s'est énormément posée et on constatait qu'il y avait une sorte de fractionnement, d'éparpillement des luttes, des associations. Il y a un tissu associatif qui est extrêmement fort en France et souvent c'est des associations extrêmement localisées, extrêmement spécifiques sur une thématique vraiment très particulière. Et donc nous on constatait ça et si on a voulu aussi lancer ce média et faire vivre le débat d'idées, c'était aussi pour essayer de voir si on ne pourrait pas contribuer à la reconstruction d'une sorte de mouvement qui pourrait faire une sorte de synthèse entre plusieurs de ces revendications qui sont pour l'instant très sectorielles, très éparpillées. Tu parles de reconstruction et moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que j'avais regardé une vidéo du Fossoyeur de film, l'analyse de Thor Ragnarok pour ceux que ça intéressera, où il parlait des genres cinématographiques en disant que en gros les genres cinématographiques se dégénéraient et se régénéraient au fur et à mesure des différents films et il passait notamment par 4 étapes qui étaient la normale, on va dire, la dérision, la nostalgie, la déconstruction et du coup on revenait après vers la normalité ou vers un cycle normal. Et du coup, nous, on a un peu fait cette analyse aussi sur la politique et sur les combats de société en fait, on avait peut-être le stade normal ou plus que normal, on va dire le stade initial. Il y a eu, on va dire, la dérision des années 70, même un peu qui a commencé peut-être en 68, tu vois. Il y a eu la nostalgie des années 80 et 90. Il y a eu la déconstruction des années 2000, 2010. Est-ce que du coup, en fait, il n'y a pas aussi même une forme de logique? Est-ce que le cycle, aujourd'hui, dans lequel on est, se termine en fait par une reconstruction? Peut-être pas la même normalité qu'avant, mais peut-être une nouvelle normalité, tu vois. Après, l'enjeu, à mon sens, c'est que la grosse différence de notre génération par rapport aux précédentes, c'est qu'il n'y a plus véritablement d'idéologie structurante. Ce qui fait qu'il y a quelques décennies, quand vous étiez jeune et que vous vouliez vous engager en politique, vous pouviez embrasser pleinement le gaullisme ou au contraire embrasser pleinement le communisme, par exemple. Vous aviez vraiment des idéologies et des structures traditionnelles qui étaient très fortes. Et la grosse difficulté maintenant, c'est que le paysage politique est plus éparpillé que jamais. Même le clivage gauche-droite qui structurait notre vie politique depuis le début de la 5e a un peu implosé, en tout cas pour l'instant, avec Emmanuel Macron. Donc on est sur une génération qui est un peu en perte de repères et qui ne sait pas forcément comment s'identifier. Et donc c'est à partir de ça qu'il faut construire de nouveaux outils, de nouveaux canaux, de nouvelles méthodes d'engagement. Mais évidemment que c'est un processus de reconstruction puisqu'on part un peu de quelque chose de très nouveau. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il y a un défi oui, mais intéressant. T'évoques la politique, le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de structure en politique, mais est-ce que l'engagement politique il passe forcément par la politique? Je sais pas. Est-ce que vous vous souvenez par exemple de c'était quoi votre premier souvenir d'engagement politique entre guillemets? Je sais pas, c'est de m'être rebellé en 5e contre le prof qui est arrivé en retard, je sais pas. Et ouais, est-ce que ça c'est pas aussi de la politique, tu vois, le fait de s'engager dans d'autres divers mouvements, diverses choses, je sais pas, non? Ça dépend si on considère que des luttes qui sont sectorielles, qui sont éparpillées, qui sont déliées les unes des autres, peuvent avoir un impact sur le jeu politique. Et je te rejoins pas tout à fait quand tu dis qu'il n'y a plus d'idéologie structurante aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de formation idéologique des cadres politiques, il y a beaucoup moins d'idéologisation des débats, entre guillemets, mais il y a quand même une idéologie qui domine le champ politique, c'est le néolibéralisme. Et il me semble que ce qui caractérise le néolibéralisme, c'est une forme de captation du pouvoir par une certaine élite économique qui fait que l'ensemble des mouvements, des associations, des luttes qui sont très éparpillées n'ont pas forcément voix au chapitre quand il s'agit d'agir sur le réel. Peut-être Vincent, juste pour rebondir par rapport à ça et sans rentrer sur un débat ça serait trop long, sur le néolibéralisme, parce que sinon on est là pour toute la journée, mais simplement la différence que je fais entre le néolibéralisme et les idéologies des décennies précédentes, c'est que personne ne te dira avec conviction, avec passion, je suis un fier néolibéral et c'est mon idéal dans la vie. Donc il n'y a pas cette notion d'idéal vers lequel tendre, comme pouvait l'être le communisme pour certains ou le gaullisme pour d'autres, qui étaient deux idéaux très différents, mais qui avaient quelque chose de l'ordre un peu de rassemblement commun vers un destin désirable, on va dire, et qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc il n'y a plus cette projection vers l'avenir. C'était le but final en fait à la fin. Exactement, il y avait un idéal vers lequel tendre qu'on n'a plus aujourd'hui. Et personne ne peut considérer le néolibéralisme comme un idéal, même si peut-être certains sont néolibéraux sans l'intégrer eux-mêmes, ça je veux bien l'entendre, mais du coup il n'y a plus cet idéal et à contrario la gauche a du mal aussi à construire un idéal qui rassemble massivement
Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu... C'est peut-être justement parce qu'on est bloqué dans ce néolibéralisme où justement plus personne ne veut en prendre conscience et plus personne ne veut réaliser que en fait on est dans un monde néolibéral et qu'on peut pas le remettre en question. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a dans ce que dit Grégoire, il y a quelque chose d'intéressant sur le côté, en fait, personne n'est là dans son idéal absolu. Personne n'est là dans, en fait, on veut converger vers ce point-là. Et je trouve, et tu peux regarder même dans pas mal de reproches que font notamment la droite et une partie de l'extrême droite sur ces sujets-là, c'est en fait tout le reproche du manque en fait de grandiose ou d'absolu de nos valeurs et de notre histoire et tout. Et c'est même d'ailleurs une des critiques qui est formulée à l'égard de l'islam sur le fait que justement l'islam propose un absolu que ne propose plus la nation ou même des forces politiques comme le communisme et le gaullisme. Alors pas l'islam, plutôt pour le coup... Une forme d'islam politique. Voilà, c'est ça. Mais je parlais même pour le coup du carcan même religieux, et je ne dis pas pour l'islam en particulier, je dis juste par rapport au fait que le catholicisme est en perte de vitesse, mais le catholicisme, encore pour beaucoup de gens, représente cet absolu. Et en fait, quand je parle d'absolu, je parle en fait juste du truc que tu ne peux pas atteindre, et qui fait qu'en fait justement tu te maintiens dans quelque chose de justement de peut-être pas voulu comme le néolibéralisme, parce qu'en fait justement il y a toute cette conception du manque de direction quoi en fait. Après c'est pas forcément grave, c'est-à-dire qu'on n'est pas les idéaux absolus pouvaient avoir quelque chose de dangereux aussi, donc c'est pas forcément un problème qu'il n'y ait plus d'idéaux absolus. Le problème par contre c'est qu'effectivement du coup ça génère ce manque de repères et donc il faut construire des modèles un peu alternatifs et donner du sens, y compris sur des nouveaux terrains. Et on pourrait par exemple parler de la quête de sens en entreprise, qui est un nouveau sujet qu'on n'avait pas il y a quelques décennies, qui est un sujet compliqué. Je vois Vincent réagir. Mais voilà, donc c'est-à-dire qu'à mon sens, il n'y a plus d'idéologie structurante. Donc il y a deux options. Soit on essaie de trouver des nouvelles idéologies structurantes, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Soit simplement on intègre le fait qu'on n'a plus ces idéologies structurantes et qu'il faut donc construire des modèles différents pour inciter à l'engagement. Mais je pense qu'en fait ça rejoint exactement ce que tu disais avec l'analyse sur le film Thor Ragnarok et les 4 cycles par lesquels passent les films, la domination absolue du champ cinématographique, la dérision, la nostalgie, la déconstruction et le retour à la normale. Mais je pense que le retour à la normale, à l'équilibre, ne s'effectue jamais de la même manière. Il y a toujours une différence avec... Complètement d'accord. Et donc je pense que c'est vraiment ce à quoi on assiste par rapport à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la fin des idéaux absolus, la fin des horizons transcendants, on va dire. C'est ça dont je parlais, ouais. Absolument, là je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc je pense qu'on est passé par tous ces stades, on est passé par la dérision, la nostalgie, la déconstruction, et je pense qu'aujourd'hui on peut analyser un certain nombre de phénomènes comme une quête du renouveau, d'une forme de transcendance, d'absolu. Donc je souriais quand tu parlais du sens en entreprise, mais je pense que c'est une des formes que tente de prendre, en tout cas le néolibéralisme, pour redonner du sens à une vie qui... C'est là qu'il s'exprimerait en fait, le néolibéralisme. Je suis assez d'accord, et je rejoindrais ça notamment sur les questions écologiques, qui devient une nouvelle forme aussi de transcendance pour beaucoup de gens. Avec un schéma religieux, parfois un schéma d'une sorte d'apocalypse qui va arriver. Je suis d'accord, on voit tous les collapsologues sur le sujet, et en fait, sans dire que c'est même, sans même juger si c'est bien ou mal, et sans parler même de la vérité ou pas du changement climatique, que moi, personnellement, j'estime vrai, mais c'est juste qu'effectivement, ça... nous aussi, normalement, dans cette table, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, ça crée un absolu vers lequel les gens, du coup, se sentent transcendés de tendre, tu vois. Potentiellement, d'ailleurs, il est là le nouvel absolu, c'est le combat écologique. Il en fait partie, mais je pense qu'on ne pourra pas, disons, contourner la question de ce manque de sens et de cette quête de sens, qui, à mon avis, n'est pas le monopole ni de la droite, ni de l'extrême droite, ni des fondamentalismes religieux, mais qui, en fait, correspond à une sorte de besoin qui se fait sentir partout en France. Et je pense que si on ne repense pas les conditions de la création d'un nouvel absolu qui puisse inclure la majorité des gens en France, on se retrouvera avec une partition et des quêtes qui se tourneront tantôt vers les fondamentalismes religieux, tantôt vers solutions plus entrepreneuriales, mais à mon avis, rien qui solutionnera le problème, pour reprendre une expression. Et par qui par qui ça doit passer du coup? Par nous? Par l'État? Je pense qu'en France, je ne dirais pas forcément la même chose si on était en Belgique ou dans des États plus fédérés, mais en France, le référent national reste structurant. Il y a une identification qui reste très forte au référent national qui ne veut plus dire grand-chose. Dans les années 50, la France, c'était la résistance, c'était la conquête d'un monde meilleur, c'était beaucoup de choses, c'était y compris d'ailleurs l'empire colonial, ça faisait référence à des mythes auxquels les gens s'identifiaient et qui, à mon avis, structuraient beaucoup leur vie. Je pense qu'il faut réinventer de nouveaux mythes qui concernent la nation française, qui concernent la République, qui demeurent des référents structurants en quête d'un renouveau, en fait.
Pourquoi pas des mythes européens alors? Je Oui. pose la question de l'Europe, mais parce que tu poses des mythes. Et quel mythe même en soi, C'est ça. on pourrait soit remettre au goût du jour, soit réinventer. Bah, je pense qu'on a la chance en France d'avoir des mythes qui existent, notamment liés à notre histoire révolutionnaire. Tous les mythes politiques qui sont nés à partir de la Révolution française, à mon avis, peuvent être réactualisés dans la mesure où ils proposent une forme d'identification à la nation française qui peut toucher l'extrême majorité des gens en France. N'importe qui peut s'identifier à l'histoire de la Révolution, à ce qu'elle porte, et à cette forme politique d'identification à la nation. Et je pense que ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes, par exemple, c'est une forme de renouveau de cette forme d'identification à la nation française, qui est une forme politique d'identification à la nation, et qui se construit par la quête d'une société plus démocratique, plus égalitaire, plus juste. Je pense que c'est un horizon vers lequel on peut tendre. C'est un peu ce dont parle, je ne sais pas si tu avais suivi, mais Natacha Polony dans son dernier livre, elle parle de révolution douce ou de révolution modérée ou non violente. Et je pense que c'est effectivement un truc qui est dans les têtes de beaucoup de personnes qui pensent la France, qui pensent le pays, sur justement en fait effectivement ce renouveau vers la révolution, où je pense que les Gilets jaunes ont apporté un petit goût en même temps de peur sur beaucoup de gens et en même temps d'espoir sur le côté. En fait, ça peut faire très peur à ceux qui nous gouvernent et dont on se sent tellement éloigné en fait. Alors moi, je me méfie un peu de la comparaison entre les Gilets jaunes et la Révolution française parce que ça fait un peu comparaison Bien sûr. un peu facile sur des thématiques très différentes et dans des contextes très différents. Par contre, pour te rejoindre, au-delà même de l'idée de nation, je crois beaucoup à l'idéal républicain. Et on l'a vu par exemple au moment des attentats terroristes, face à des sujets qui tout d'un coup frappent le pays, face à des drames, on a une capacité de mobilisation collective qui est absolument extraordinaire. Et dans un pays qui est fracturé, qui est divisé, chacun le sait, on est capable à certains moments de s'unir de façon absolument incroyable. Et on a vu des millions de personnes de toutes sensibilités politiques, de tous âges, défiler ensemble dans la rue, ce qui était quand même une belle image et un beau moment. Donc l'idéal républicain, qui passe notamment par l'enseignement des sujets de citoyenneté et de cet idéal dès l'école, pour moi, il peut aussi être un vecteur de sens commun qu'on peut réussir à régénérer. Et là-dessus, il y a quelque chose qui peut aussi nous permettre, sur ces sujets identitaires qui sont des sujets très clivants, où on a souvent deux camps opposés qui parfois tournent un peu à la caricature, c'est avec cet idéal républicain qu'on peut les réunir et qu'on peut se rendre compte qu'en fait, on peut mettre d'accord des gens qui sont très à droite et des gens qui sont très à gauche à partir de cet idéal, à condition d'être dans une vision qui soit effectivement une vision pas caricaturale, mais qui soit une vision un peu dense de ce qu'est la République. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi ça ne dépasse pas le stade de l'émotion Charlie ou l'émotion du Bataclan pendant quelques temps, quoi. Enfin, c'est la question que je pose, parce que les mobilisations avaient été extraordinaires. On a même vu beaucoup de présidents défiler, certains présidents qui n'étaient eux-mêmes pas des grands défenseurs de la liberté de la presse, mais bon, on passera là-dessus. Mais du coup, pourquoi ça ne se transforme pas en, je sais pas, une association énorme de gens qui s'engageraient pour la liberté de la presse, au-delà des partis? Pourquoi il n'y a pas en fait justement de suivi concret qui pourrait être, comme tu disais, aussi gouvernemental ou corporate, hein, mais pourquoi il n'y a pas de suivi derrière? À mon avis, parce qu'un horizon implique qu'il y ait des choses à conquérir. Sur la laïcité, Ok. on est un des pays au monde qui sommes le plus avancé en fait. Enfin, la loi de 1905, c'est une des lois les plus radicales en termes de laïcité qu'il y a au monde. On a déjà conquis énormément de choses. Il reste des choses à conquérir, on pourrait parler du concordat, on pourrait parler des fondamentalismes qui renaissent ici et là, mais fondamentalement, je pense que ces objectifs sont à trop court terme. En fait, la conquête de laïcité est trop avancée dans notre pays pour que ça constitue vraiment un horizon transcendant. Je te rejoins totalement sur le fait que c'est totalement un d'accord cas avec ça. structurant. C'est un cas structurant qui... C'est terminé donc le combat de la laïcité pour toi, il est terminé? non, pas du tout. Non, il est pas. Il est C'est pas assez c'est pas un puissant, horizon indépassable. ouais, C'est ok, pas un ok. horizon Disons que c'est indépassable. plus un sujet sur lequel il faut apaiser plutôt que de conquérir des nouvelles luttes. C'est surtout Ouais. ça l'enjeu par rapport à la laïcité. Il faut faire très attention, disons, je pense on peut parler de conquête de nouveaux droits, on peut parler de conquête quand on parle de laïcité, mais je pense que les choses à conquérir sont en fait, c'est pas qu'elles sont à portée de main, mais je veux dire, elles sont beaucoup trop proches de nous pour que ça constitue vraiment un horizon. C'est pas un horizon, c'est quelque chose dont on sait qu'on l'atteindra jamais avant de mourir. Alors quel horizon pour la France dans ce cas-là? La question présidentielle. C'est ça. Non, mais C'est l'heure du débat désormais. Question à 1 million. Au-delà de la question évidemment qui motiverait la présidentielle, c'est plus des questions, moi je trouve, qui structuraient, et même que tu parlais de gaullisme, de communisme ou même de socialisme qui arrivait un peu après, c'était des horizons où les gens se battaient pour quelque chose qui avait l'air de les dépasser. Je vais pas revenir au D'accord, Front c'est- populaire de 36, mais c'est un peu ça en fait. On est dans un grand combat dont on verra peut-être pas la fin. Et je pense que la révolution avait cette idée-là de moi je vais peut-être mourir dans cette révolution, mais mes enfants ou les enfants des gens avec moi vivront quelque chose de différent.
qu'est-ce qu'on peut souhaiter en fait? Parce que c'est peut-être que du coup on est peut-être dans un trop gros confort en fait. Peut-être qu'on est dans une, on n'est pas dans un truc parfait donc du coup les gens se plaignent, mais on n'est pas dans un truc trop inconfortable pour qu'il y ait quelque chose d'indépassable quoi. À mon avis, l'enjeu, c'est sur certains sujets d'apaiser, notamment la laïcité, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que les thématiques qui étaient déjà présentes en 2007, au moment où Nicolas Sarkozy avait lancé un débat sur la question et même un ministère sur le sujet de l'identité nationale, on avait énormément de confrontations, d'ailleurs ça avait un peu tourné au vinaigre, et au mot près, les choses qu'on entendait en 2007 sont celles que l'on entend aujourd'hui en 2021, ce qui montre bien que là où on n'a pas avancé, c'est sur la capacité à faire dialoguer des publics différents et à les faire s'accorder sur un idéal commun au-delà de divergences qui sont souvent, pas toujours, mais qui sont souvent des divergences artificielles et médiatiques et pas des divergences de fond. Moi je suis complètement d'accord avec toi là-dessus et moi c'est un truc qui me rend assez fou sur la manière dont les débats s'orchestrent et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a aussi une culture du compromis qui est complètement balayée, où au final chacun reste sur ses positions et il n'y a personne qui peut dire ok, là-dessus je fais un pas vers toi, mais là-dessus fais un pas vers moi. Et j'ai l'impression qu'en fait tout le monde est là bloqué dans son petit carcan idéologique ou même de propositions politiques, qui est complètement dommage parce qu'il y a un paquet de sujets sur lesquels en fait on pourrait trouver un consensus à 70, 75, 80% de la population et que ces trucs-là sont maintenus artificiellement opposés parce que des intérêts électoraux, des intérêts financiers, des intérêts médiatiques. Et c'est un peu con quoi en fait. T'as prononcé le mot, c'est les intérêts. Je pense qu'on ne fera pas l'économie de la réintroduction de la conflictualité en politique. Il y a des divisions qui sont artificielles. Je vous rejoins quand vous parlez des sujets identitaires et des débats télévisés complètement hystérisés sur des sujets qui n'intéressent pas la majorité des gens en France. Je pense que sur les sujets qui touchent aux questions de répartition des richesses, aux questions de l'organisation économique de la France, une forme de conflictualité ne pourra pas être évitée, dans la mesure où il y a un accroissement des inégalités important qui s'est produit depuis les années 90, il y a une pauvreté de masse qui persiste depuis les années 80, il y a une extrême pauvreté qui se développe et qui produit physiquement je veux dire, ça va jusqu'à des morts, ça produit des millions de vies brisées. Et ça fait que les gens abandonnent pour toi le combat du coup? Non, je pense que les gens sont en quête. C'est pour ça que je pense que le terme de conquête n'est pas du tout à éviter. Les gens ça dépend des sujets, c'est ça. Oui, bien sûr, oui, mais ils sont en quête d'une société plus égalitaire et plus juste. Ils sont en quête d'une société qui dépasse le consensus néolibéral. Et ils ne trouvent pas les canaux, les canaux institutionnels par lesquels ils pourraient s'exprimer. C'est pour ça qu'il y a une succession de mouvements, à mon avis, incohérents, hétérogènes, parfois contradictoires. Trump, le Brexit, les Gilets jaunes. Plus de 50% des voix pour les candidats qualifiés par populistes, qualifiés de populistes par les médias en 2017, ça montre qu'il y a un retour de la conflictualité qui s'effectue en France, quel que soit ce qu'on en pense. Je pense que le consensus sur les questions économiques Non mais je suis d'accord et là-dessus je pense que il y a une perte du coup d'idéaux, on parlait tout à l'heure de trucs transcendants, du fait que l'échec de la République qui a été mise en place, d'essayer que tout le monde puisse s'en sortir, etc. et que finalement on voit un accroissement, exactement le mérite républicain, qu'on voit finalement il y a toujours un accroissement des richesses, on va dire un écart de plus en plus grand des richesses et que les gens se disent en fait je crois plus en la République, je crois plus du coup ils essayent de trouver des nouveaux idéaux. Pour les plus identitaires à droite, c'est plus la République française, mais c'est la France, l'histoire, la nation française, la République c'est fini. À gauche, on a envie de renverser le système, faire la révolution, etc. Et du coup, finalement, la République aujourd'hui, on s'en fiche quoi. Ouais. La République peut très bien s'articuler à une critique du système néolibéral et à une reconquête d'une société plus égalitaire, plus démocratique. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et dans l'engagement, moi je trouve que c'est justement un des sujets majeurs, c'est que du coup, au final, aujourd'hui, même l'engagement devient presque une quête personnelle et individuelle, complètement rentrée justement dans ce modèle néolibéral, où en fait, malgré des bons idéaux ou des beaux combats qui sont menés, et ça pour le coup, vraiment, je n'en doute absolument pas des militants, il y a aussi beaucoup d'individualisation des militants qui en fait une forme de starification du sujet, qui en fait du coup pousse un désintérêt même pour la cause initiale, pour un plus grand intérêt de sa propre personne et de sa propre quête. Et donc, du coup, en fait, même ces gens-là qui, à la base, veulent justement contourner le modèle néolibéral en le critiquant, se retrouvent en fait en plein dedans par le fait qu'ils sont en fait dans l'ego trip de c'est moi qu'on suit quoi. Alors, là-dessus, en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Glucksmann en 2015, c'était Génération du vide. Et en fait, ça reprenait des thèses de Gilles Lipotevski qui parlait, lui, de l'ère du vide et qui expliquait qu'on était rentré dans une ère du vide idéologique précisément parce qu'on était dans un modèle individualiste. Et en fait, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à ce que cet individualisme, qui est un individualisme de fait,
puissent coïncider avec des mobilisations communes qui ne soient pas que des mobilisations d'intérêt individuel. Je m'explique, je suis une femme, je vais me mobiliser sur les sujets de féminisme, je suis une personne de couleur, je vais me mobiliser sur les sujets de racisme. Et en fait, qu'on arrive au-delà de nos particularismes propres à construire des mobilisations qui dépassent nos propres préoccupations individuelles. C'est ça l'enjeu. Et on en revient d'ailleurs au débat de base sur le fait qu'il n'y a plus d'horizon général et transcendant, ce qui empêche ce type de mobilisation. Mais il est là le problème, c'est que si chacun ne se mobilise que sur sa cause personnelle et individuelle, au fond, on ne parle qu'à nous-mêmes et donc on n'arrive pas à construire du lien commun. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je vais faire ma petite pub personnelle puisque je publie un bouquin sur le sujet le mois prochain que j'ai coécrit avec Léna Van Nieuwenhuis, qui est une autre dirigeante associative, où on essaie justement de s'interroger, ça s'appelle Génération engagée, comment notre génération peut, même si à certains égards elle est très individualiste, eh ben elle peut créer du lien et notamment, on n'en a pas parlé, du collectif totalement, du commun et notamment sur les réseaux sociaux parce qu'on a vu en particulier depuis le début de la crise sanitaire que les réseaux sociaux, au-delà de toutes les critiques tout à fait justifiées qu'on peut leur adresser, peuvent aussi générer des initiatives solidaires et des initiatives collectives. Je suis totalement d'accord et j'aborderai, ce serait peut-être le dernier point de cette discussion, mais j'aborderai aussi la logique de la tribu qui est du coup un truc qui est presque, on va dire, l'intermédiaire entre l'idéologie globale qu'on partagerait tous ou qu'on partagerait à des millions et justement l'individualisme vide qui terrifie en fait tout le monde. C'est cette logique de tribu que même nous on peut avoir au crayon et que j'imagine que vous avez aussi dans vos propres organes respectifs. La question que je pose et même auquel je réponds à moitié, c'est j'ai l'impression que du coup c'est une des solutions qu'ont trouvé les gens pour avoir en fait ce petit goût de transcendance sans se perdre en fait justement dans quelque chose de plus global parce qu'il y a l'ego individuel de notre société. Et bah, je trouve que du coup, il y a de plus en plus de tribus. On le voit dans les entreprises, que ce soit les côtés start-up, on le voit dans les espèces d'associations religieuses qui ne sont pas proprement religieuses, mais qui sont plus presque culturelles. On peut le voir notamment dans des associations comme les tiennes, dans les médias comme les nôtres. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a aujourd'hui de plus en plus ces logiques de tribus derrière les influenceurs, derrière les youtubeurs. Et que ça, pour le coup, peut être une des solutions qu'on a déjà trouvées ou qu'on est déjà en train d'appliquer sur cette peur du vide et ce manque de grandeur et de globalité. Oui, je te rejoins totalement, mais le risque, encore une fois, c'est l'éclatement et la dispersion de ces tribus dans des mondes qui, en termes même physiquement, n'ont rien à voir. Et je tempérerais peut-être votre enthousiasme sur les réseaux sociaux dans la mesure où il me semble qu'il y a un phénomène qui commence à être assez étudié, qui est celui des bulles cognitives, dans lesquelles des bulles algorithmiques. Oui, des bulles algorithmiques, dans la mesure où les réseaux sociaux ont quand même été conçus pour pousser les gens à lire le même contenu, à s'agréger avec des personnes avec lesquelles ils ont déjà des ressemblances, des points communs, et donc qui contribuent à la création de millions et de millions de bulles qui, à mon avis, ont davantage contribué à renforcer ce phénomène de tribu dont tu parles, à renforcer cet éparpillement. Twitter, le symbole de ça, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense que la capacité de création de liens des réseaux sociaux est aujourd'hui davantage mythifiée qu'autre chose. Je suis d'accord à moitié. Le phénomène de bulle algorithmique, il est fondé. J'ai fait l'expérience, je suis allé voir le Facebook d'une amie très à droite et le Facebook d'une amie très à gauche. C'est assez fou de voir à quel point ce qu'on leur propose sur leur fil d'actualité respectif est totalement différent. On fera un format sur le sujet, mais c'est complètement dingue. Vous êtes encouragé à penser toujours dans le sens… Vous êtes confirmé, c'est encore pire. Et donc, vous avez en plus le sentiment que tout le monde pense comme vous, puisque vous ne voyez que ce type d'informations. Et ça peut générer des choses très, très négatives. Après, moi, je reste sans doute par nature optimiste sur le fait que les réseaux sociaux, en dehors de toutes les critiques, et on pourrait les égrener, il y en a une infinité, peuvent quand même créer du lien au-delà de ces bulles. Il y a certains créateurs, il y a certaines causes, il y a certains combats qui arrivent à rassembler au-delà de ce phénomène de tribu. Et une toute petite nuance sur le phénomène de tribu, je peux comprendre aussi que certaines, alors le terme de communauté est galvaudé, mais utilisons-le ce coup-ci, de communautés qui n'ont pas été écoutées et qui ont été invisibilisées pendant des décennies ou des siècles, puissent avoir aussi ce besoin de s'exprimer aujourd'hui. Je pense par exemple à la cause du féminisme dont on parlait. On n'en a pas parlé pendant une éternité, et donc c'est normal aussi qu'il y ait cette volonté, ce que certains appellent la sororité, de se comprendre et de se parler avec des gens qui ont le même vécu. Donc là aussi, il y a du positif là-dedans, mais après, il faut passer au stade suivant, qui est de rassembler tout le monde sur des idéaux communs. Oui, et pas s'enfermer finalement chacun dans sa bulle, et après, comme tu le dis, effectivement. Et après, pouvoir peut-être en trouver des solutions aussi, parce que c'est… Je pense à la fin, la conclusion et le but de l'engagement, quoi. Voilà, venez tous sur le crayon, discuter. Nous aussi, on fait notre petite promo.
C'était vraiment super cool. Ouais, c'était c'était très très bien de sympa. discuter avec vous. On remettra le couvert, je pense, très bientôt parce que ça grand appelle plaisir. évidemment avec d'autres Avec plaisir, sujets. Merci de nous avoir suivis. C'était Valorant, Antonin, Grégoire et Vincent pour le crayon. On se retrouve très bientôt. Abonnez-vous, laissez des commentaires. Ciao. Salut. Salut. Quand on forme les gens correctement dès l'enfance, en les encourageant dans l'intelligence, ça fait des citoyens engagés qui peuvent débattre,